On continue de débattre de l'actualité internationale à présent, avec à la une ce samedi les craintes évidemment d'une escalade au Proche-Orient. Les combats intenses entre l'armée israélienne et le Hezbollah se poursuivent évidemment. Selon des responsables militaires, Israël prépare une réponse à l'attaque iranienne. Avec mes invités, Rina Bassiste, merci infiniment d'être avec nous ce samedi, correspondante à la radio israélienne à Paris, rédactrice du journal américain Al Monitor, ancienne diplomate. Belling Nabli, bonjour à vous. Bonjour. Merci beaucoup, professeur de droit et consultant international au cabinet Lysias Partners, spécialiste aussi du Proche-Orient, auteur de Géopolitique de la Méditerranée aux éditions Armand Collin. Et puis enfin, Louis Duclos, analyste géopolitique. Bonjour, merci beaucoup d'être là pour parler de ce qui est en train de se passer. Forcément, Claire nous en parlait de nouveaux raids et de pilonnage de la banlieue sud de Beyrouth, avec cette question, l'une des cibles de l'armée israélienne aurait été dans la nuit Hachem Safieddine, pressenti pour succéder à Nasrallah à la tête du mouvement chiite libanais Hezbollah. Rina, déjà, alors cette info n'est pas confirmée à 100%, mais encore une fois, preuve de la très grande force et efficacité du renseignement israélien quant à trouver ces personnalités et ces commandants du Hezbollah aujourd'hui sur le terrain. Oui, vous avez raison. Pour l'instant, on n'a pas de confirmation. On a quelques publications, d'abord dans un journal saoudien et aussi sur Sky News en arabe, mais aucune confirmation ni côté Hezbollah ni côté israélien. Oui, donc grande prudence, fait, en effet. Une grande prudence. Mais bien sûr, Israël a pris la décision justement d'essayer d'arrêter les tirs des roquettes vers le nord d'Israël qui ont commencé le 8 octobre, mais qui ont accru énormément ces dernières semaines. Donc d'abord, on a vu l'élimination de Hassan Nasrallah et d'autres dirigeants de Hezbollah, peut-être aussi Safieddine. De l'autre côté, on a l'incursion terrestre et je crois que tant que les tirs de roquettes ne vont pas cesser, ça va continuer. Ça fait maintenant 4 jours qu'on voit en fait non seulement que les tirs de roquettes ne diminuent pas, en fait ça grandit avec plus que 200 roquettes et missiles par jour quand même. Louis Duclos, très rapidement avant notre documentaire très attendu sur nos antennes et sur Gaza, et juste sur cette capacité à résister du Hezbollah. Ils vont résister le plus possible. Le Hezbollah, ils vont résister par des moyens de guérilla. C'est-à-dire dans tout le sud du Liban, on sait que par exemple, il y a un certain nombre de tunnels qui avaient déjà été détruits auparavant par Israël en 2006 et en 2018, mais on peut s'attendre à ce qu'il y en ait des nouveaux qui aient été construits. Ces tunnels qui servent de stockage d'armes, exactement pour mener des attaques surprises, des embuscades, et aussi pour se déplacer, pour éviter les bombardements de l'armée israélienne. Donc ils vont résister par des techniques de guérilla. L'affrontement conventionnel face à l'armée israélienne serait du suicide pour le Hezbollah. Mais malgré tout, l'avantage est quand même pour Tsahal, l'armée israélienne. Il est 14h sur LCI. Notre document exceptionnel au cœur de Gaza, la vie malgré tout, un document exceptionnel réalisé par Gwendoline Debolo, notre journaliste LCI, avec Rami Aboujemou, c'est les journalistes de Real Gaza Productions. Alors que la bande de Gaza, on le sait, a été fermée à la presse étrangère par Israël, nous avons suivi 3 témoins au sein de cette enclave dévastée. Plus d'1,5 million aujourd'hui de Gazaouis, 2 habitants sur 3 ont été déplacés dans ce minuscule territoire. Regardez ce magnifique reportage, on en reparle ensuite. Au cœur de Gaza, la vie malgré tout, document exceptionnel réalisé donc par Gwendoline Debolo avec des journalistes palestiniens, parce que le gouvernement aujourd'hui israélien empêche un accès libre à la presse étrangère dans la bande de Gaza. Louis Duclos, on l'entendait, Gwendoline le décrivait, la population, personne n'ose parler face caméra, mais aussi en colère à Gaza contre le Hamas, contre l'armée israélienne qui a provoqué ces destructions. C'est aussi ça, ce sentiment mêlé et partagé. Oui, je pense que ça s'ajoute à la frustration, surtout pour la population. Ils sont les premiers pris en otage par le Hamas, en fait. Ils n'ont pas le choix. Le Hamas a fait ses actions du 7 octobre, ses attentats. La population palestinienne n'a pas eu le choix. Elle n'a pas pu l'empêcher, évidemment. Et puis maintenant, elle doit subir les conséquences des actions du Hamas. Quand on voit qu'il y a quand même plus de 10 000 enfants qui ont été tués en un an, c'est quand même hallucinant que les journalistes ne peuvent pas non plus accéder. C'est-à-dire que là, on a un massacre qui se tient à huis clos. Que dire
que dire. Donc la population est prise en otage. Évidemment, on pense évidemment aux otages israéliens qui vivent un enfer. Certains qui ont été tués encore il y a pas si longtemps que ça. Et tous ceux qui restent. Donc c'est du malheur qui s'ajoute au malheur et rien de positif dans tout ça. Et Rina, vous en parliez en effet lundi, un an jour pour jour après le massacre du 7 octobre en effet. 14h31 LCI, Midi Week-end se poursuit. À la une, évidemment, les craintes d'une escalade au Proche-Orient. Les combats intenses entre l'armée israélienne et le Hezbollah se poursuivent. Et on apprend, il y a quelques minutes maintenant, que selon des responsables militaires israéliens, Israël prépare une réponse à l'attaque iranienne et la pluie de missiles balistiques tirés mardi dernier sur plusieurs villes israéliennes. Alors on se pose cette question, quelles seront les prochaines cibles de l'armée israélienne en Iran? Louis Duclos, quand on voit effectivement ce que répertorie Emma Barrier de ces sites connus en Iran, du point de vue israélien, de l'armée israélienne, quelle option? Parce qu'encore une fois, des responsables militaires ont parlé il y a quelques minutes d'une attaque contre l'Iran, de représailles. Quel site pourrait être privilégié, selon vous? En Iran, pour l'armée israélienne, ce ne sont pas les cibles qui manquent. Il y en a vraiment pléthore, qu'elles soient pétrolières, militaires ou nucléaires. Je pense que Israël resterait sur des sites militaires, étant donné que l'Iran s'est attaqué des sites militaires en Israël. Chaque pays essaie toujours d'apporter une réponse à la réponse précédente qui a été envoyée. Donc je ne pense pas qu'Israël chercherait à aller plus loin, à faire plus mal que nécessaire et qui provoquerait surtout une nouvelle réponse iranienne qui serait encore plus forte. Et on ne peut pas ignorer évidemment le calendrier. Nous sommes à un mois de l'élection américaine. Donald Trump a aussi un avis sur le sujet, se pose diplomatiquement et lui, il exhorte Israël à frapper les installations nucléaires iraniennes. Regardez ces déclarations. Nous devons être prêts. Mais lorsqu'ils ont posé cette question à Joe Biden, la réponse aurait dû être « frappez d'abord le nucléaire et occupez-vous du reste plus tard ». S'ils veulent le faire, ils le feront. Nous verrons bien ce qu'ils décideront de faire. Elie Gnabi, quand vous entendez ce candidat à la présidentielle, dont on connaît un peu les excès, conseiller aujourd'hui le président israélien de toucher les installations nucléaires iraniennes? Disons que ce n'est pas simplement l'esprit trumpiste qui s'exprime. Je pense que ces déclarations habitent aussi un certain nombre des membres du gouvernement israélien en place. En particulier, Benjamin Netanyahou, qui est obsédé par la menace nucléaire iranienne. C'est l'un des fils rouges de son exercice du pouvoir. Donc il n'y a pas là de déconnexion entre des propos qui peuvent paraître déconnectés ou irrationnels de Donald Trump et la réalité de la vision des choses qui domine au sein du gouvernement israélien. Ce qui est intéressant notamment par rapport à la carte que vous nous avez présentée, c'est qu'effectivement c'est une liste de cibles stratégiques et qui permet en même temps de bien distinguer la confrontation entre les Israéliens et le Hezbollah d'un côté, les Israéliens et le Hamas de l'autre. Ce sont deux conflits qu'on qualifie d'asymétriques. Ce ne sont pas deux armées conventionnelles qui font face à Tsahal. Là, l'Iran, c'est un État. C'est un État avec une armée conventionnelle qui ne dispose pas de l'arme nucléaire, contrairement à Israël. Qui est en capacité néanmoins. C'est une manière de dire attention. Donc c'est un conflit ou une confrontation d'une autre nature où Israël quand même est dans un rapport de force favorable. Premièrement parce qu'elle a un statut de puissance nucléaire et donc il y a l'action de la dissuasion. À un moment donné, si on rentre dans un cycle d'escalade, à un moment donné, les Iraniens ayant conscience du statut de puissance nucléaire d'Israël ne pourra pas aller dans cette escalade jusqu'à n'importe quel point. Et deuxième élément qui limitera malgré tout cette escalade, c'est le soutien inconditionnel des États-Unis auprès des Israéliens qui pèsent naturellement dans cette confrontation. Donc d'un côté, cette escalade ne pourra pas s'inscrira dans un cadre limité. Et de l'autre, malgré tout, du côté du gouvernement israélien, il y a de quoi se reconnaître à nouveau une forme de blanc-seing, dans la mesure où les États-Unis confirment
leur soutien inconditionnel et que d'une autre manière, ils sont dans un rapport de force asymétrique malgré tout, c'est-à-dire qu'ils sont en position de force face aux Iraniens. Je le rappelle, le régime est très affaibli en Iran. Oui. Vous voyez, ce n'est pas comme... en Iran, vous avez un régime qui n'a plus d'assises sociales populaires comme à une certaine époque. Et cela peut compter parce que si en plus le pays est définitivement affaibli du point de vue économique, on pourrait pouvoir poindre une contestation sociale encore plus forte en Iran contre le régime. C'est ce que cherche ou ce que risquerait de chercher des dirigeants israéliens, je pense. Louis Duclos, rapidement, et ensuite Rina, on arrive à la fin de cette émission. Mais... Oui, je suis assez d'accord, notamment sur l'affaiblissement du régime iranien. Ils n'ont plus le soutien populaire, ils ont vraiment peur en fait du peuple, notamment avec les manifestations qu'il y a eu en 2022. Donc c'est très difficile pour eux. Ils ne veulent pas aller dans une escalade avec Israël parce que tout simplement, ils n'en ont pas les moyens. S'ils venaient à faire trop mal à Israël, ce serait la guerre ouverte. Israël serait soutenu par les États-Unis et à partir de là, ce serait une guerre que l'Iran ne peut pas gagner.